Et si un accident nucléaire venait à se produire sur l'île Longue, c'est en tout cas le scénario catastrophe auquel ont été entraînés les habitants des environs de la base sur la presqu'île de Crozon. Un exercice de sûreté nucléaire essentiel afin de rappeler les bons réflexes à adopter en cas d'alerte, d'autant plus dans le contexte géopolitique. Nous étions sur place pour cet entraînement grandeur nature. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité du mercredi 7 mai. Ce mercredi, les habitants de la presqu'île de Crozon ont pu être surpris de recevoir un message d'alerte sur leur téléphone, accompagné d'une sonnerie stridente. L'objet du message affichait « Alerte extrême ». Pas de panique. Il ne s'agissait là que d'une simulation d'avarie de chaudière d'un sous-marin couplée à un incendie entraînant un rejet de radioactivité. Étaient concernées les communes situées à 5 km de la base. Notre journaliste Maël Delmure était sur place. À Lanvéoc ce matin, la cloche du clocher n'est pas la seule à sonner. L'alarme de la base des sous-marins de l'île Longue annonce l'alerte, mais aussi les téléphones des riverains à proximité. Exercice. Message de la préfecture du Finistère. On vient de recevoir une alerte pour un exercice nucléaire sur l'île Longue. Donc ça nous demande de nous abriter dans un bâtiment clos, de fermer les fenêtres, porte aération, d'arrêter les ventilations et de rester attentif aux informations diffusées par les autorités à la radio. Des barrages non filtrants sont mis en place. En plus de la distribution de pastilles d'iode, la mise en scène impressionne. Ça fait un peu peur, surtout qu'il n'y a pas longtemps, nous on a eu l'alerte comme quoi il fallait aller chercher les médicaments. Donc là je vous avoue, moi ça m'avait fait un peu peur sur le coup, après on m'a rassuré en disant que c'est le protocole, que c'était comme ça. Ce qui est à côté de chez nous, c'est quand même une source de danger, donc faut savoir comment réagir. C'est ici, dans la cellule de crise de la préfecture de Quimper, que sont dirigées les manœuvres de secours. L'objectif, c'est de voir comment les services travaillent ensemble, comment circule l'information et est-ce qu'on arrive à être efficace et réactif tous ensemble, puisqu'il y a énormément d'acteurs qui sont mobilisés sur ce type d'exercice. Là, on a vraiment joué au niveau de l'alerte de la population, ce qu'on aurait fait en situation normale. La prochaine opération du genre devrait avoir lieu en 2028. Et puis direction Rome, où 2 semaines après la mort du pape François, débute ce mercredi le conclave pour élire son successeur. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un conclave et comment ça se passe? Explication avec nos journalistes Claire-Marie Lutin et Pierre Jubré. Non mais en vrai je fais le malin, mais c'est quoi déjà un conclave? En gros, entre 15 et 20 jours après le décès du pape, les cardinaux viennent du monde entier jusqu'au Vatican pour élire le nouveau pape. C'est ça le conclave en fait. Et ils s'enferment plusieurs jours pour voter à bulletin secret. Ils n'ont aucun moyen de communication avec l'extérieur. Ici la voix. Et du coup non, pardon, c'est qui les cardinaux du coup? C'est un peu les restats de l'église. Genre, ils sont juste en dessous du pape. Il y en a 252, je crois, dont 5 Français. Et en fait, depuis des centaines d'années, les papes élus étaient cardinaux avant. Bon, et du coup, elle vote comment? C'est restat de l'église? Alors, il y a seulement la moitié d'entre eux qui votent, parce qu'il faut avoir moins de 80 ans. Et il y a plusieurs tours de scrutin par jour. En gros, il faut au moins 2/3 des voix pour être élu. Ok, mais donc la fumée blanche et le Habemous Papa, mais tout là, c'est pas pour tout de suite du coup. Ça peut aussi être très rapide. L'idée du conclave, à l'origine, elle est venue parce qu'au XIIIe siècle, les cardinaux ont mis presque 3 ans avant de se décider pour un pape. Donc pour les presser un peu, les fidèles les ont enfermés à clé dans une salle et hop, ça a été retenu comme nouvelle méthode d'élection. Et parmi les cardinaux présents dans la chapelle Sixtine pour ce conclave, un Breton, Christophe Pierre, né à Rennes en 1946, il a grandi à Saint-Malo. Et quelques années après avoir été ordonné prêtre pour le diocèse de Rennes, il devient diplomate pour le Vatican. En effet, le pape François le nommera en 2016 au poste le plus prestigieux, celui de nonce
apostolique aux États-Unis. Pour autant, ses chances de devenir pape sont assez minces. Pour parler du sujet, nous sommes avec Yvon Tranvouez, spécialiste breton du catholicisme. Bonjour, et est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qui fait figure de favori ? Oui, bonjour. Écoutez, c'est très difficile de dire qui peut être favori. C'est un conclave très ouvert, bien plus, je crois, que les deux derniers. Le nouveau pape, en fait, ce sera celui qui réussira à faire un compromis très difficile entre, d'une part, les progressistes et les traditionalistes, si vous voulez, entre lesquels le conflit s'est un peu creusé pendant le pontificat de François, entre les différentes cultures, qui font le catholicisme, qui est de plus en plus mondial, mais aussi il faudra que le nouveau pape réussisse à régler la question des abus, des scandales qui ont secoué l'Église depuis quelques années. Et puis enfin, il faudra assumer l'héritage du pape défunt, quand bien même le nouveau pape aurait l'intention de changer des choses, il ne peut pas s'opposer frontalement à la ligne antérieure. Donc c'est très compliqué. D'accord, et le dernier conclave, il date de 2013, donc à l'époque, les moyens de communication n'étaient pas tout à fait ceux d'aujourd'hui. Pour ce conclave, on sait par exemple que les prêtres se sont vus retirer leur téléphone. Concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis 2013 avec ces évolutions technologiques ? Je crois que le souci, c'est qu'il n'y ait pas évidemment de communication, pas de choses qui fuitent. Vous savez que les cardinaux vont voter 2 fois par demi-journée. Si on avait malencontreusement des informations sur des scrutins intermédiaires et que, en retour, les commentaires qui seraient faits revenaient au Vatican, ça pourrait influer sur le vote des cardinaux. Mais je crois que la vraie nouveauté depuis 2013, c'est le développement des réseaux sociaux. Et déjà, on l'a vu depuis la mort de François, le nombre d'informations et, je dirais, de boules puantes un peu que l'on fait traîner sur ceux que l'on considère comme d'éventuels favoris. Il y a actuellement des gens à qui l'on accroche des casseroles, si vous voulez, et c'est quand même ça qui me frappe beaucoup plus que l'idée de valoriser les vertus de tel ou tel. Retour en Bretagne à présent, où à Questembert, un rassemblement pour la patronne de Bar blessée par balle dans la nuit du 30 avril au 1er mai a eu lieu aujourd'hui. Blessé d'un coup de feu tiré dans sa vitrine, un homme âgé d'une quarantaine d'années, commerçant de la commune, a été interpellé et placé en détention. En soutien à leurs amis et collègues blessés, des habitants organisaient alors cet après-midi un rassemblement citoyen qui a regroupé 250 personnes. Notre journaliste France-Marie Notmas était sur place. Ça a été la consternation, on se connaît tous, on connaît Laurence, donc on ne pense pas que c'est pensable à Questembert de recevoir un coup de fusil comme ça gratuitement. Il ne savait même pas qu'il y avait des personnes sans doute derrière le rideau, mais il a quand même tiré dans le rideau et la personne aurait pu se faire tuer, quoi. J'ai été choqué, connaissant Laurence qui est une femme formidable, proche des gens, je suis choqué par rapport à ce qui s'est passé. Je trouve ça inadmissible. Ça fait une trentaine d'années que je la connais. Et je trouve ça dommage que ce soit elle ou une autre personne qui soit tombée sur elle. C'est triste. C'est triste. Un cabinet médical mobile dans le pays de Guingamp. C'est le premier en Bretagne pour une centaine déjà existants en France. Le médicobus de l'hôpital de Guingamp, qui entrera en fonction fin mai, est une réponse à la problématique de l'accès aux soins et au manque de médecins généralistes et gynécologues. Le médicobus interviendra dans un premier temps sur 3 territoires que sont Callac, Pontrieux et Rostronin. Et puis à Moëlan-sur-Mer, le corps d'un homme découvert dans une maison détruite par un incendie. Le drame a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Le corps de l'occupant des lieux a été découvert en fin de matinée dans des décombres. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer l'origine de cet incendie. Plus d'1 millier de postes dans des entreprises en réinsertion pourraient disparaître en France dans les prochains mois. En cause, les choix de l'entreprise Écosystème d'accorder ces marchés à d'autres entreprises. En Bretagne, près de 450 emplois sont concernés. Plus d'explications avec Mathilde Kemener. Je reste abasourdi par rapport à la décision d'Écosystème, qui est quand même brutale. Fin d'un gros marché à l'ouest du département des Côtes-d'Armor pour Retrilogue, une entreprise d'insertion d'Emmaüs Action Ouest. 220 salariés sont menacés. C'est un peu humainement compliqué. Ouais. Moi, je suis arrivé ici en 2013 en parcours d'insertion. J'ai été titularisé en 2015 en tant que chef d'équipe sur la plateforme et ensuite responsable dans la foulée. Donc Retrilogue, moi, m'a donné ma chance. Sur ce site, on gère les déchets, principalement électriques et électroniques.
c'est globalement 2 jours et demi de collecte pour ces frigidaires. Mais après presque 20 ans de partenariat, Écosystème, l'entreprise d'intérêt général à but non lucratif agréée par l'État, a décidé d'accorder un de leurs principaux marchés à une entreprise classique. Et le deuxième lot à Saint-Brieuc pourrait suivre le même chemin. L'éco-organisme a pu se rechercher un prix que de rechercher aujourd'hui des critères sociaux ou des critères environnementaux. Nous aujourd'hui, pour remettre debout un humain, il faut l'accompagner, il faut l'aider et c'est notre rôle de tous les jours. Et pour ça, il faut aussi qu'on ait les ressources en interne. C'est là où on parle de prix. Aujourd'hui, on a des taux de sortie vers l'emploi et la formation qui sont supérieurs à 70%. Si personne ne leur donne cette chance-là, qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes-là? Même situation du côté du réseau d'insertion Envie, avec 230 postes menacés en Bretagne, ils ont décidé d'aller en justice. Ils ont des objectifs insertion de par la loi anti-gaspillage et économie circulaire de 2020 et puis par leur agrément. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils perdent de l'argent en 2025. Depuis 2020, ils n'ont pas augmenté leur barème d'éco-participation. Donc c'est aussi une question de prix pour leurs adhérents, les distributeurs et les fabricants. Et donc ils ont décidé de taper sur les prestataires. D'autres recours juridiques ont été déposés à Angers et à Niort. Contactez l'entreprise Écosystème ne souhaite pas répondre à nos questions. Des lots de mousse au chocolat Marie Morin, rappelés pour un risque de listeria. Ces desserts de la marque Costa-Armoricaine ont été commercialisés du 19 au 30 avril dans différentes enseignes de toute la France. Les autorités invitent les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient de la fièvre isolée ou accompagnée de maux de tête et de courbatures à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Les références précises des produits figurent sur le site officiel Rappel Conso. Et puis côté sport, ce long week-end de pont devrait ravir les amateurs de cyclisme puisque ce ne sont pas moins de 4 courses qui se dérouleront sur le sol breton. Au programme, les boucles de l'Aune, le Tour du Finistère, le Grand Prix du Morbihan et le Trobroléon avec un plateau exceptionnel composé notamment de Mohoric, Guirmay, Madouas ou encore l'Apéra. Les courses sont évidemment à suivre en direct sur le site du télégramme.fr. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro de Thé dans l'actu. D'ici là, portez-vous bien. Belle soirée à vous.